Bonsoir à tous. Vendredi 25 novembre 2016, voici les titres du journal. À la une de cette édition, la présentation d'un rapport au Premier ministre. Une délégation onusienne a mené une enquête sur la consolidation de la paix à un moment où le vent de la détente politique souffle encore. La célébration du 2 octobre à Cancan, on parle de décembre 2016 comme date retenue pour la remise des infrastructures, mais rien de précis. Ce soir, le ministre de la décentralisation lève l'équivoque. À suivre également cette pléthore dans la fourniture de médicaments aux pharmacies. 96 sociétés grossistes, c'est trop. Le secteur connaît de l'anarchie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette activité du chef de l'État. Le professeur Alpha Condé s'est rendu au chevet du préfet de Koya, victime d'agression physique. Le président de la République regrette ce manque de civisme et recommande une évacuation sanitaire. Commentaire, Abdul Karim Condé. Aussitôt rentré d'une visite d'État de la Guinée équatoriale, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu au chevet du préfet de Koya, Dr Ibrahima Barbosa Souma, victime d'une attaque par une dizaine d'hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi 24 novembre 2016. L'attaque s'est déroulée dans sa résidence située dans le quartier Soumaya Plateau. Après une longue conversation avec le préfet Barbosa, le chef de l'État a décidé d'évacuer le préfet Dr Ibrahima Barbosa Souma sur Dakar, en République du Sénégal, pour des soins intensifs. Depuis hier jeudi, le préfet Barbosa suit des traitements dans un hôpital de Dakar. Et la Guinée poursuit sa belle période de détente politique. La quiétude règne, les citoyens sont en paix et se parlent en se regardant dans le blanc des yeux. Toute cette belle ambiance de consolidation de la paix a été appréciée par une délégation des Nations Unies. Ces émissaires ont fait le point ce matin de leur observation au Premier ministre guinéen. Compte rendu, Hadi Kamara. C'est une mission qui séjourne en Guinée depuis 5 jours. Son objectif était de procéder à la revue de la déclaration d'engagement mutuel conclue le 23 septembre 2011 entre le gouvernement guinéen et la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies. Ici, la mission est venue rendre compte au gouvernement. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a une convergence de vues entre tous les interlocuteurs sur le besoin d'abord de renforcer les institutions. Et le deuxième aspect, l'accent a été mis sur une approche sous-régionale. Vous savez que la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Bissau sont tous inscrits à l'agenda de la Commission de consolidation de la paix. C'est dire qu'il y a des problèmes communs entre ces pays dans la sous-région, d'où le besoin d'élaborer et d'appuyer une approche sous-régionale. Et cela passe par le renforcement des institutions sous-régionales, telles que la Mano River Union. Les échanges ont porté ici sur la nécessité de renforcer le plaidoyer en faveur de la mobilisation des fonds afin de réaliser des projets dans les domaines de l'emploi des jeunes et des femmes, de la formation et de l'équipement de la police, de lutte contre le terrorisme et de la consolidation de nos institutions. Je pense que nous avons une grande convergence de vues avec tout ce que vous avez énuméré ici. Sur la sécurité, sur la réconciliation nationale, pour laquelle d'ailleurs, je vous l'ai rappelé la dernière fois, j'ai désormais une responsabilité particulière, puisque le chef de l'État nous a interpellés sur cette question, et sur l'emploi des jeunes et des femmes, donc, mais aussi sur les nouveaux défis que vous avez pointés du doigt. Pour les intervenants, au compte du 3e plan prioritaire, il faudrait prévoir l'intégration du secteur de la justice qui constitue un maillon fort dans la chaîne de consolidation de la paix. Le secteur caresse l'idée d'organiser très prochainement une table ronde. Il s'agira d'un espace de discussion et de proposition d'idées pour faire aller à 100 à l'heure les projets miniers. La Guinée se propose d'être une grande destination et cette table ronde va permettre d'identifier les problèmes du secteur et de proposer des pistes de solutions. Mamadou Alpha Baldé.
En prélude à la grande table ronde pour un développement minier responsable prévu en début d'année, le département des mines et de la géologie poursuit les rencontres préparatoires. Des groupes thématiques sont formés. Ils ont la charge de formuler des propositions visant à améliorer le cadre réglementaire et juridique, ainsi que l'impact de l'exploitation minière sur les communautés locales. Nous allons développer la transparence. Parce qu'il faudra bien qu'il y ait la transparence entre la société minière implantée sur notre territoire, l'État et les communautés. L'objectif global de cela, c'est d'avoir une vision, une politique minière concertée, participative, qui prenne en compte les attentes et les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes à l'activité minière. Ces différentes rencontres portent aussi sur la mise à niveau des infrastructures minières. Des propositions sont faites dans ce sens. Elles devront être présentées lors de la grande table ronde sur les mines en février prochain. Quand vous exploitez une ressource minière, souvent à l'intérieur du pays, et que vous êtes exportateur de ce produit, il faut le transporter jusqu'au lieu d'embarquement en bateau. Donc vous transportez généralement en chemin de fer, et vous arrivez à un port et vous mettez sur des bateaux. Alors le chemin de fer, c'est ce qu'on appelle le chemin de fer minéralier, et le port s'appelle le port minéralier. C'est ce qu'on appelle les infrastructures minières. Aujourd'hui, le secteur minier est engagé à redorer son image et améliorer sa compétitivité. La Guinée dispose de 40 milliards de réserves de bauxite. Le gouvernement entend faire de ces richesses un véritable levier de développement. L'économie, l'actualité, c'est que 5 générations de billets de banque de 5 000 francs vont être retirées de la circulation. La date butoir, c'est le 31 décembre. Seules les nouvelles coupures seront autorisées en 2017. Les banques et institutions de microfinance sont actuellement ouvertes au public pour recevoir ces anciens billets. Boubacar Ba. Programme de réforme monétaire et bancaire à l'heure du numérique, la Banque centrale compte sortir des doutes et des suspicions sur la qualité de certains billets de banque fabriqués il y a déjà 15 ans à 30 ans. Ces billets de 5 000 de 85, 98, 2006, 2010 et 2012 ne répondent plus aux normes de sécurité requises. Les billets de 5 000 de 85 à 96 sont déjà très rares dans la circulation fiduciaire de par leur âge et leur vétusté, et la plupart d'entre eux sont déjà mutilés. Dans le souci d'harmoniser les choses, la Banque centrale a décidé de retirer de la circulation toutes les catégories de billets de 5 000 de 85 à 2012. Seul le billet de 5 000 de 2015, hautement sécurisé de par la nature du billet et les éléments qui le composent, n'est pas concerné. Un billet comporte des éléments de sécurité. Parce que si ces éléments de sécurité ne sont pas là, n'importe qui peut falsifier, peut copier ces billets et tromper nos braves populations. Les fabricants de billets de banque suivent l'évolution des produits de leur usine. Quand ils voient qu'un billet est copié et qu'un billet est falsifié, ils essaient de revoir le niveau de la sécurité de ce billet. Toutes les banques et les institutions de microfinance sont chargées de cette opération de retrait et de change de ces billets dans la circulation. L'opération a été lancée il y a déjà quelques mois par la Banque centrale. Aujourd'hui, le temps presse. À 37 jours de la date butoir, certains supermarchés refusent déjà ces billets concernés dans leur opération de vente. Pas de panique, mais il ne faut pas traîner les pas. La Banque centrale invite les agents économiques, détenteurs d'encaisses en coupure de 5 000 de la génération 1985, 1998, 2006, 2010 et 2012. Tous ceux qui ont des billets de cette catégorie-là doivent se rendre auprès des guichets des banques ou des guichets de microfinance. La microfinance a envahi tout notre pays. À l'intérieur du pays, vous avez des institutions de microfinance partout. La date butoir pour cette opération de change est prévue pour le 31 décembre prochain.
Avant donc ce 31 décembre, nous recevons sur ce plateau le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Lucien Inabé. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, Alia. Vous lancez un vaste programme de démonétisation des billets de 100 000 francs des générations de 85 à 2012. Pourquoi? Écoutez, merci beaucoup, Alia, de me donner l'opportunité de parler encore de cette opération dont nous avons déjà annoncé la couleur depuis mars 2016 par un communiqué de la Banque centrale de la République de Guinée, un communiqué qui a été réitéré par un autre le 5 octobre dernier. Pour en revenir à votre question, je dois dire que cette opération de démonétisation est imposée par la force des choses en matière fiduciaire. Il s'agit de remplir l'un des rôles essentiels de la Banque centrale, l'assainissement de la circulation fiduciaire à tout moment. Cet assainissement-là peut s'opérer avec ou sans démonétisation. Mais si en même temps il y a par la force des choses une évolution des éléments de sécurité qui se fait par génération, il est bon effectivement qu'on profite du mouvement général qui se dessine actuellement dans ce domaine-là et aussi avec le redimensionnement des billets imposé par le coût élevé de la fabrication des billets de banque. Donc tout ceci mis ensemble commandait effectivement que les billets de la génération des générations anciennes de 85 à 2012 puissent être retirés de la circulation. Donc pour les impératifs d'assainissement, pour la sécurisation de la circulation fiduciaire et aussi pour des éléments de coût de la fabrication. Vous avez suivi dans ce reportage tout à l'heure de Boubacar Ba que certaines structures déjà commencent à refuser ces billets alors que la date butoir n'est pas encore arrivée. Pourquoi ne pas aller progressivement? On ne aurait pu progressivement retirer ces billets sans peut-être alerter l'opinion nationale. C'est ce que nous avons fait. La progressivité découle du fait que l'opération est lancée en fait depuis avril 2016. Nous avons fait le communiqué qui est passé chez vous, qui est passé aussi sur certains sites, dans la presse écrite. Mais c'est vrai que l'expérience a prouvé que toutes les fois qu'il y a ce genre d'opération, s'il n'y a pas fixation de délai de rigueur, tout se passe comme si les populations n'en donnent pas un grand cas. Je peux vous citer le cas de la toute première série de 1985 que nous avons voulu retirer en 2006 avec un communiqué à l'appui, avec des diffusions très fortes de ces communiqués. Malgré tout, jusqu'à présent, il y a beaucoup de ces coupures qui sont dans la circulation. Donc nous profitons du redimensionnement actuel de toute la famille des billets, à commencer par le billet de 20 000 jusqu'au billet de 100. Ce redimensionnement-là fait que la cohabitation entre la nouvelle série et les séries anciennes peut provoquer des confusions très fortes qu'il faut à tout prix éviter en matière monétaire. Deadline 31 décembre 2016 pour les citoyens. Comment ça va se passer lorsque les billets vont être à la banque? Les biens seront pris dans les agences de la Banque centrale de la République de Guinée, à Conakry et à l'intérieur du pays, et aussi dans les agences bancaires, des banques commerciales et des institutions de microfinance jusqu'au 31 décembre. Ces dernières ont jusqu'au 31 janvier pour procéder au versement de ces billets à la Banque centrale de la République de Guinée. Donc tout se fait de sorte que tous ceux qui disposent de ces billets, de ces anciennes évolutions, puissent être capables de les présenter à un guichet bancaire avant la date limite. Je pense que le temps est suffisant. Nous mettons actuellement en quelque sorte l'accent là-dessus pour que il n'y ait pas de raté et qu'il n'y ait aucun risque. Toute l'opération se passe bien. Qu'il n'y ait aucun risque pour spolier des populations de leurs avoirs. Dernière question, monsieur le gouverneur, rien à voir avec les billets. Tout récemment, il y a eu la 8e et dernière revue d'un programme de 3 ans auquel nous avons souscrit avec le FMI. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est silence radio, aucune communication sur comment ça se passe. Comment s'annoncent nos prochaines relations avec le FMI? Non, écoutez, je veux commencer par dire qu'il y a eu une communication là-dessus. J'ai eu à l'annoncer lors du passage du projet de loi portant amendement des statuts de la Banque centrale à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, vos collègues qui étaient là, un reportage qu'on a suivi ici, on parlait de l'opération, sans parler de la radio parlementaire. Et je pense que le président de la République aussi, pendant son séjour en Chine, a évoqué la question et la ministre de l'économie et des finances aussi l'a évoqué. Et la communication doit se poursuivre là-dessus pour dire que c'est
quelque chose d'historique pour la République de Guinée. Pour la première fois, la République de Guinée a pu mener à bon terme un programme, un cycle complet de revue avec le Fonds monétaire international. Vous l'avez très bien dit, la 8e et dernière revue consacre notre sortie de ce programme appuyé par la facilité élargie du crédit. Et maintenant, les relations avec les institutions de Bretton Woods vont continuer. Le Fonds monétaire, c'est le Fonds monétaire du monde entier. Et les formes que cette nouvelle coopération va revêtir seront fixées d'accord parti dans les discussions que le gouvernement de la République de Guinée va avoir avec le Fonds monétaire et son institution jumelle, la Banque mondiale. La Banque mondiale. Merci beaucoup, M. Nusséni Nabé. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Merci d'être passé dans cette édition. Merci beaucoup. La célébration du 2 octobre de la région de Kankan, c'est le mois de décembre qui est retenu pour la remise officielle des infrastructures, mois de décembre, mais on ne sait pas précisément le combien, un flou que vient dissiper le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Reportage sur cet aspect de cette fête tournante avec Mohamed Lamine Camara. Cela 4 ans que le gouvernement a mis en place la stratégie de construire le pays en développant les collectivités territoriales. L'initiative de la fête tournante du 2 octobre en est une illustration. La région de Kankan, à l'image de celle de Boké, de Zérékouré et de Mamou, a bénéficié de plusieurs infrastructures publiques. Même si par endroits, certains édifices traînent encore le pas. Le ministre de l'administration du territoire dit que le constat se révèle satisfaisant. Il reste des chantiers non achevés, mais beaucoup de chantiers sont achevés. Et justement, l'administration centrale et contrôle des grands projets, et mon département qui en assume d'ailleurs la maîtrise d'ouvrage, nous préparons maintenant une mission terrain qui viendra faire le point exact de l'état de finition de ces infrastructures à travers les 5 préfectures de la Haute-Guinée. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, initialement prévue pour le 2 octobre dernier, a été reportée au mois de décembre. Mais jusque-là, aucune date n'est encore fixée pour les festivités. Sur la question, le ministre de l'administration du territoire est clair. Je le précise, ni du chef de l'État, ni d'un membre du gouvernement, un message n'a été véhiculé pour dire voilà, tel jour, la fête va se tenir à Kankan. Le chef de l'État a parlé d'un report et cela se comprend. Il s'agit de faire une fête. Il ne s'agit pas d'aller se lamenter. On va à la fête tout joyeux. On ne va pas à la fête avec des soucis. Donc, une date n'est pas encore donnée. Quand elle le sera, je crois qu'il n'y a pas de voix plus autorisée que celle du chef de l'État de dire voilà, tel jour, nous allons faire la fête. En attendant l'annonce officielle de la date de ces festivités, les autorités continuent de mettre les bouchées doubles pour la réussite de l'événement dans la savane guinéenne. Ces 2 décrets avant de poursuivre cette édition d'information. Le premier portant nomination de cadre au ministère de l'élevage et des productions animales. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Elhadj Mamadi Condé, confirmé. Chef de cabinet, Édouard Félix Camara, administrateur civil. Conseiller chargé des questions de production et d'alimentation animale, Elhadj Mamadou Mokhtar Sow, confirmé. Conseiller chargé des questions de santé animale, Dr Seni Mané, précédemment, directeur national des services vétérinaires. Conseiller juridique, Abdourahmane Tounkara, juriste. Conseillère chargée de mission, Dr Marie Camara, confirmé. Inspecteur général, Elhadj Mamadou Bantignel Bari, précédemment chef de cabinet. Inspectrice générale adjointe, Hadja Zenab Silla, confirmée. Directeur national des productions et industries animales, Boniface Mansaré, confirmé. Directrice nationale adjointe des productions et industries animales, Hadja Adama Traoré, confirmée. Directeur national des services vétérinaires, Dr Daouda Bangoura, précédemment conseiller chargé des questions de santé animale. Directeur national adjoint des services vétérinaires, Dr Mamadou Lamara Nassoiré, confirmé.
Directeur national de l'alimentation animale et de l'hydraulique pastorale. Hassan Mara, précédemment directeur régional de l'élevage et des productions animales de Mamou. Directeur national adjoint de l'alimentation animale et de l'hydraulique pastorale, Lansana Kalas Kamara, confirmé. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, Dr Fodesori Keita, confirmé. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, Dr Amara Silla, confirmé. Directrice régionale de l'élevage et des productions animales de Conakry, Adja Mayenaba Conté, confirmé. Directrice régionale de l'élevage et des productions animales de Kindia, Dr Alexis Zézé-Guilavogui, confirmé. Directeur régional de l'élevage et des productions animales de Boké, Dr Kadé Dabas Keita, confirmé. Directeur régional de l'élevage et des productions animales de l'Abbé, Dr Boubacar Bari, confirmé. Directeur régional de l'élevage et des productions animales de Mamou, Mamadou Baldé, matricule 15 1961D, en service à la direction régionale de Mamou. Directeur régional de l'élevage et des productions animales de Farana, Ali Kamara, confirmé. Directeur régional de l'élevage et des productions animales de Kankan, Saïdou Dafa, confirmé. Directeur régional de l'élevage et des productions animales de Zérékoré, Dr Douokoro Kalivogui, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 25 novembre 2016, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination du gouverneur de la région de Kankan. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, Monsieur Mohamed Gari, inspecteur général de police, anciennement directeur général de la police nationale, est nommé gouverneur de la région de Kankan. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 25 novembre 2016, professeur Alpha Condé. À Boké, 6 micro-projets viennent d'être financés par la structure Filets Socioproductifs. L'objectif est d'aider les groupements féminins porteurs de ces projets à se prendre en charge. Les domaines ciblés sont entre autres la teinture et l'assainissement. Mamadi Gassama. La préfecture de Boké reçoit pour la seconde fois l'aide du projet Filets Sociaux. Cette année, 750 personnes venues de 5 quartiers de la ville bénéficient de 6 micro-projets grâce à la politique nationale du gouvernement dans son combat pour la réduction de la pauvreté. Pendant un mois, ces populations vont exécuter des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre dans leurs quartiers respectifs. Une manière d'appuyer les revenus de ces groupes de personnes vulnérables. Nous avons réalisé il y a 2 ans 6 micro-projets qui nous ont permis d'employer environ 900 personnes. Nous avons conduit une étude sur la qualité de nos prestations qui nous a indiqué que les résultats sont probants et satisfaisants. Et nous demandons à la population, si elle est au courant du fait qu'une personne a déjà travaillé et est aussi inscrite, de dénoncer. C'est vraiment non négociable. Aucune personne n'est autorisée à avoir de contrat avec le microprojet. Ces filets socioproductifs sont financés par la Banque mondiale. Les grandes artères seront assainies, sans oublier le curage de caniveaux et le ramassage des ordures de Yumboya à Kadigira et Kourira en passant par Yumaya et Baralande. Ce projet va beaucoup nous aider et nous comptons fructifier l'argent que nous recevrons afin qu'il nous serve plus longtemps. Nous savons que les fonds qui ont été engagés ont servi à ces populations. Quand on sait que ces groupements, ces associations qui ont été créées aujourd'hui ont fructifié ces montants et aujourd'hui sont en train de vraiment exploiter les fonds qui leur ont été donnés. Chaque semaine, une journée de formation aux aptitudes de la vie quotidienne est accordée aux bénéficiaires. Le projet entend élargir son champ d'action dans les sous-préfectures de Boké en 2017. Au niveau de la défense nationale, le ministre d'État pense à la relance d'une usine militaire. Il a reçu cet après-midi une délégation turque. Comment accélérer cette relance? C'est la principale question au menu de la rencontre. Sergent Lamine Sanakamara de la presse militaire.
turcs sont spécialisés dans l'industrie textile, notamment la confection des tenues militaires. Ils sont reçus par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale dans le cadre du projet d'installation d'une usine militaire en Guinée. C'est une société très importante dans le domaine du textile. Ils sont déjà installés au Soudan où ils ont fait un projet grandiose. C'est une usine au Soudan qui fait 34 millions de mètres linéaires par an. Donc avec l'association de l'armée, nous voulons faire une usine intégrale textile en Guinée. Et c'est pour cette raison que nous avons eu cette visite avec le ministre d'État de la Défense afin qu'il apporte son soutien pour que ce projet soit réalisé en Guinée, qui va être un projet et pour l'armée et pour la population guinéenne. Cette société dénommée Sour International, installée dans plusieurs pays africains et au Moyen-Orient, se dit prête à apporter son expérience à la Guinée. Installer une usine intégrale en République de Guinée. Donc pour ce faire, nous avons rencontré le ministre de la Défense pour qui nous apporte son soutien. Donc avec son aide et l'aide de différents ministères, nous allons réaliser ce projet de complexe intégral de textile. Docteur Mohamed Diané, entouré des membres de son cabinet, se dit satisfait de la visite de cette société. A précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre Conakry et Ankara sur le plan militaire. L'évaluation de la politique de production du riz local, une défaillance a été relevée sur la chaîne. Il s'agit du manque de renouvellement des semences. Heureusement que le problème est connu. Il explique le choix du riz importé par la majorité des consommateurs. Le point avec Mohamed Lamine Solano et Rose Pocho. À Conakry, des experts évaluent le système de production du riz local alors que la Guinée est l'un des principaux pays rizicoles d'Afrique. Avec une production qui varie entre 500 000 et 700 000 tonnes par an. Une étude de la FAO révèle des déficiences dans la chaîne de valeur. Conséquence, le système de production est peu performant, selon une enquête de l'institution onusienne. Il faut attaquer toutes les étapes. Le riz est produit en Guinée. Je crois que la première préoccupation doit être que les Guinéens doivent consommer local. Dans le pays, le riz local reste concurrencé par le riz importé, essentiellement pour sa pureté, selon plusieurs consommateurs. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement intensifie sa campagne de relance de la riziculture fondée sur la modernisation des systèmes de production, pendant que des acteurs du secteur agricole mènent des réflexions pour identifier des actions à mener pour une performance du système. Il faut améliorer les conditions de transformation, améliorer les conditions de conservation, améliorer les conditions de stockage et améliorer même les conditions de transport. Dans la course, le gouvernement s'appuie sur l'expertise de la FAO, l'occasion pour une équipe d'experts nationaux et régionaux de l'institution de proposer des initiatives après une évaluation du système de production du riz local. Il faut pouvoir renouveler les semences, il faut pouvoir apporter un minimum d'appui en matière d'aménagement, en matière de maîtrise de l'eau, et puis en même temps, tout ce qui est fertilisation doit accompagner avec les formations à l'itinéraire technique. Les experts plaident aussi pour une amélioration des opérations post-récolte avec un appui des agriculteurs en matériel de performance, étuveuses, épureurs et outils de conditionnement par exemple. Un cocktail suffisant pour valoriser le riz produit en Guinée. À 25 novembre, une date consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. La Guinée décide de mener la sensibilisation sur 16 jours. Ce matin, la ministre de l'Action sociale a rencontré des étudiants de Donka. Elle veut les mettre au cœur de la lutte. Marie-Angélique Bangora. Constituant 52% de la population, la femme guinéenne subit plusieurs formes de violence. Mariage précoce, viol, déscolarisation, MGF et excision, entre autres. Ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, cette couche de la société lance un appel pressant. De nos jours, il y a de ces parents qui donnent leurs enfants sans leur consentement, sans leur avis. Et pourtant, on dit que le premier ami, le premier mari de la femme, c'est ses études et son travail. Je serai derrière Madame la ministre tout en continuant, en persévérant dans cette lutte, en défendant la cause des jeunes filles et des femmes.
car vouloir préserver une fille, c'est préserver toute une société. Cette sensibilisation engage tous les acteurs de la société guinéenne. Le ministère de l'Action sociale a donc initié 16 jours de sensibilisation à tous les niveaux pour éradiquer ces violences en Guinée. Les filles sont mariées de force. Elles sont mariées de plus en plus tôt. Conséquence, grossesse précoce, mortalité maternelle. Vous connaissez le nombre de filles qu'il y a dans ce pays. Donc vous pouvez imaginer aisément leur poids dans la mortalité maternelle. Indépendamment de cela, il y a tout simplement une question de droit, privation de droit, pour lesquels nous pensons que, en mutualisant nos efforts, nos forces, nous pouvons peut-être arriver à infléchir la tendance. Le droit de la femme est un droit inaliénable et c'est un droit dont les engagements ont été pris dans tous les États épris de paix et de justice sociale pour être protégés. Donc je lance le message à la communauté nationale et internationale, au gouvernement, à la société civile et à la population elle-même de s'unir, de se donner la main pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, qui est même un élément essentiel du développement durable. Ce 25 novembre enclenche un engagement à œuvrer pour le respect des droits et de la dignité des femmes et des jeunes filles. Une priorité du gouvernement pour mettre fin à l'injustice sociale envers cette couche vulnérable. Mettre également fin à l'injustice environnementale, puisque la Guinée rentre de la COP22 avec plein de recommandations, notamment la protection des forêts périurbaines. Il y en a justement une qui est en péril, la forêt de Kakimbo. Le danger qui pèse sur cet espace a attiré l'attention d'une ONG. Elle se propose dans un premier temps de sensibiliser les populations riveraines. Samara Tolno. La forêt de Kakimbo, l'une des réserves foncières de l'État. Ces domaines classés s'étendaient sur une superficie de 115 hectares il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui agressée par les populations riveraines, cette forêt ne couvre plus que 29 hectares. Un domaine que l'ONG Wofirin Kinsi promet de soigneusement protéger désormais. C'est vraiment dommage qu'on ait une forêt de ce genre et que les gens ne puissent pas en profiter. Quand on rentre dedans, on n'a même pas envie de sortir. Alors si on ne protège pas cette forêt, les gens vont continuer à l'attaquer. Alors l'ONG veut clôturer la forêt, les 29 restants. Et vous avez vu, il y a les bouchers qui sont venus mettre là. Notre souhait, c'est qu'ils quittent cette place, qu'on aménage un autre endroit pour eux. Pour atteindre cet objectif, cette structure met à contribution la communauté Baga, autochtone de la zone. Elle va désormais se charger de la surveillance de ces sites contre tout agresseur. L'arrivée de ces ONG nous motive. C'est pourquoi on demande d'enlever l'abattoir ici, afin qu'on puisse protéger ce site. La pisciculture, l'apiculture sont entre autres projets envisagés par l'ONG Wofirin Kinsi sur ce site. Faire de cette forêt périphérique de Conakry un parc zoologique est l'ambition affichée par ses protecteurs. Environnement toujours, la Guinée surveille l'utilisation d'une substance toute particulière. Il s'agit du mercure. Le produit, quand on en abuse bien sûr, est d'une grande nocivité pour l'homme et pour Dame Nature. En 2013, une convention a été mise en place pour attirer l'attention sur la dangerosité de la substance. Nabi Kamara. Si le mercure en tant que substance chimique est important dans l'industrialisation ou dans l'orpaillage comme ici à Sigri, le produit est aussi nocif pour la santé humaine et l'environnement. L'ampleur de son utilisation suscite beaucoup d'inquiétudes au programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est pourquoi cette institution onusienne a initié le projet Évaluation mondiale du mercure et de ses composés. Le projet a pour objectif l'établissement du profil national qui doit aboutir au choix des priorités et que ces priorités soient transformées en projets et programmes. L'inventaire est la base de la mise en place de ce profil. C'est la raison pour laquelle justement cette rencontre des experts venus des différents ministères, des institutions de la République, des ONG et de la société civile. Ensemble, ils vont suivre une formation leur permettant de savoir où se trouve le mercure et à quelle proportion pour l'éliminer. Le mercure peut être trouvé dans plusieurs formes. La plus dangereuse est le méthylmercure, qui se trouve surtout dans l'eau. Ça entre dans l'organisme. Ça peut rester beaucoup d'années dans le corps humain. Et c'est pour ça qu'il cause des effets très nocifs.
D'où l'intérêt de cette formation pour l'Association nationale des orpailleurs de Guinée. Alors, ils ont parlé beaucoup de choses pour que l'orpailleur va éviter beaucoup d'accidents, et surtout les mercules. Nous aussi, on doit prendre toutes les positions pour éviter et faire les orpailleurs sans mercure. Les conséquences de l'utilisation abusive du mercure sont consignées dans un document juridique adopté au Japon en 2013 par les pays membres des Nations Unies. Il est appelé Convention de Minamata sur le mercure, tout un bréviaire pour la protection de la santé humaine et l'environnement. Le troisième titre de l'actualité ce soir, 96 sociétés pour approvisionner les pharmacies en médicaments. 96, c'est trop. Beaucoup d'anarchie dans le secteur, une politique d'accord des licences à revoir surtout. Le sujet s'est même invité en Conseil des ministres et des mesures sont envisagées. Sur Udekera. Pour une population de 11 millions d'habitants, la Guinée compte environ 400 pharmacies privées pour 96 sociétés grossistes répartiteurs. Un record dans la sous-région. Dans l'espace CEDEAO, la moyenne de sociétés répartiteurs est estimée à 4 par pays. Au ministère de la Santé, l'on retrousse déjà les manches pour ramener les chiffres aux normes pharmaceutiques standards. Nous allons mettre une commission en place, une commission qui sera vraiment élargie à plusieurs structures. Et voilà, nous espérons que en tout cas, le processus se passera sans aucun problème. Un chronogramme sera développé et partagé avec tout le monde et vraiment nous mettrons en place un plan de communication qui sera diffusé dans toutes les langues nationales du pays pour clairement expliquer exactement ce que nous comptons faire, comment ça va se faire, dans quel délai ça sera fait. Les échos de ces nouvelles mesures sonnent comme un soulagement dans les deux composantes du secteur pharmaceutique national. Chez les pharmaciens du privé, la décision est l'aboutissement d'un long processus. Il vise l'exercice du métier de pharmacien par les seuls professionnels en la matière. C'est la première fois qu'un conseil des ministres statue sur cette question. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Et nous, en tant que professionnels, nous ne pouvons que saluer cette initiative et surtout encourager le ministre qui vient d'arriver et qui prend des mesures extrêmement importantes pour la santé de la population. Au niveau du sous-secteur public, ces mesures devraient permettre à la pharmacie centrale de Guinée d'assurer pleinement sa mission, celle de l'approvisionnement des structures sanitaires publiques du pays en médicaments essentiels de qualité, soit 70% des besoins du pays. Des points de vente et des pharmacies dans les hôpitaux et dans les centres de santé sont ravitaillés par la pharmacie centrale de Guinée. Si le secteur assainit, cela doit interpeller la pharmacie centrale de Guinée pour qu'elle puisse pleinement son rôle. Et son rôle qui consiste de mettre des médicaments de qualité à des coûts abordables à la disposition de la population guinéenne. Les regards sont enfin tournés vers la commission qui sera mise en place très prochainement pour le renouvellement des licences des sociétés grossistes répartiteurs de médicaments en Guinée. Seules les sociétés respectueuses des critères de la loi pharmaceutique seront retenues. Plus bref, 60 jeunes Guinéens rapatriés de la Libye sont arrivés ce soir à Conakry. Ce retour volontaire de nos compatriotes a été rendu possible grâce à la politique d'insertion sociale du gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire en collaboration avec l'Organisation internationale de migration OIM. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.